Bonsoir. Ensemble, relevons nos défis. C'est le thème qui a guidé les travaux du Forum du Sud-Ouest à l'initiative de Peter Mafani Musonge. Les défis divers au regard de la crise socio-économique, politique et culturelle qui paralyse les deux régions anglophones du Cameroun depuis bientôt 2 ans. Comment comprendre que ce forum ait pu se tenir sans qu'il n'y ait une levée de bouclier, comme ce fut le cas il y a quelques semaines pour la Anglophone General Conference, à l'initiative de Christian Wegan Toumi et 3 autres ministres du culte. Décryptage de quelques phrases choc du Forum du Sud-Ouest dans ce programme. Forum de Buea, l'anti-conférence générale anglophone, c'est le fait du jour. Forum de Buea, l'anti-conférence générale anglophone. Pour en parler, je suis avec le docteur Adrien Tombi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Paris 11. Vous enseignez crise et relations internationales. Et également à l'université Saint-Jean de Ottawa, au Canada, où vous enseignez politique étrangère des États-Unis. C'est bien cela. Vous êtes spécialiste des rapports Est-Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore comme après la deuxième... au même niveau quand même, comme après la deuxième guerre mondiale. Pire encore. Oui. Parce qu'il s'est engendré un problème entre Moscou et Washington. Oui. Suivant les faits, la Russie n'a jamais accepté la désintégration de l'Union soviétique. Oui. À partir de là, au moment où l'Union soviétique n'existe plus, la Russie a repris la manœuvre et elle a été confrontée à une économie descendante, c'est-à-dire humiliation. Elle a subi l'humiliation. Aujourd'hui, c'est ce que le président Poutine essaie de relever, de remettre son pays au même niveau que les autres. Voilà. Ok. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Messager, c'est bien ça? C'est bien cela. Voilà, bienvenue une fois de plus. C'est toujours avec un égal plaisir que je réponds à votre invitation. Surtout quand je vous sollicite. Naturellement, et je profite de l'occasion pour saluer vos chaleureux téléspectateurs qui commençaient à s'interroger sur ma disparition des radars de Equinox. Je crois que ce soir, les choses semblent revenir à la normale. Ok, merci d'être venu. Edmond Kamgia, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Vous animez la page politique internationale sur la nouvelle expression, un quotidien qui paraît à Douala. Tout à fait. Vous êtes éditorialiste. C'est le quotidien du groupe La Nouvelle Expression Equinox Télévision. Justement. Je reviens à vous, parce que c'est avec vous qu'on va planter le décor. Sur ce plateau également, Maître Serge Simon Kaka. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalon Outou. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Bien entendu. Mais depuis quelques jours, vous êtes le coordonnateur régional de l'AFP. Coordonnateur régional de l'Alliance des Forces progressistes. Oui. C'est un immense plaisir pour moi. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer tous mes camarades de ce parti politique. Ok. Il y a Monseigneur Bourgmestre qui s'en est allé. C'est vrai, c'est avec une grande tristesse que je suis entré dans ce studio. Vous savez, j'ai perdu un être cher, quelqu'un avec qui j'ai eu le privilège d'entretenir une proximité relationnelle, fraternelle et amicale depuis très longtemps. Il nous a quittés brusquement samedi dernier. Je pense à son Excellence Monseigneur Dieudonné Bourgmestre. Et je profite de ce plateau pour adresser mes sincères condoléances à tous les fidèles du diocèse des Écarts et à l'ensemble des serviteurs de Dieu de l'Église catholique romaine qui est au Cameroun. Et je profite également de cette occasion pour adresser mes sincères félicitations, mes sincères condoléances pour moi à la grande famille Bassoaba Likol de l'arrondissement de Nyanon dans le département de la Sénégal-Maritime, parce que, soit dit en passant, Monseigneur Bourgmestre était du Nyanon, c'était un Bassoaba Likol, comme on dit chez nous, dans la communauté Bassam pour Bati. Et c'est une grosse perte pour cette communauté. Et c'est une grosse perte pour le diocèse des Écarts. Une grosse perte pour le Cameroun. Une grosse perte pour l'Église catholique qui est au Cameroun. C'est avec beaucoup de regrets que je le dis. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de lui permettre de s'installer royalement dans son royaume
pour continuer son ministère sacerdotal dans le monde de l'au-delà. Ok, merci. Edmond Kambia, le forum de Buea, l'anti-conférence générale anglophone? C'est une question pertinente, mais je n'apporterai pas une réponse cinglante pour dire oui ou non. Je vais plutôt développer, dérouler et expliquer. C'est pourquoi je commence par tenter de comprendre. Oui. Parce que pour tenter de comprendre, il faut dire que le Forum du Sud-Ouest, qui a été présidé par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Musonga, qui est par ailleurs le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ce forum-là a réuni un certain nombre de personnalités, des élites du Sud-Ouest. Le grand chancelier des ordres nationaux. Tout à fait. Oui. Les grands chanceliers des ordres nationaux, des forces vives de cette localité-là. Et y compris dans des chefs, des responsables. Ils ont discuté sur les défis, comme vous l'avez dit, les défis concernant les implications de la crise anglophone sur le social, sur le politique, sur l'économique, pour ces 2 dernières années. La question que l'on se pose, et que tu as admirablement posée, c'est de savoir si ce forum-là vient en opposition à la conférence générale anglophone annoncée par Christian Kardinal Toumi et ses confrères religieux musulmans et protestants. Je voudrais être optimiste, parce qu'on peut être optimiste, on peut être pessimiste dans le commentaire. Je voudrais être optimiste en disant que c'est une autre offre qui est faite pour améliorer, pour rechercher des solutions, des voies et moyens, comme ils cherchent, les voies et moyens de résoudre la crise anglophone. Mais également, je ne peux pas ne pas m'interroger. Parce que quand je sais tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui a été dit sur la conférence générale anglophone annoncée par le cardinal Christian Toumi et ses confrères religieux musulmans et protestants, parce que beaucoup de choses ont été dites, notamment le maire de Buea, qui disait que même si le chef de l'État venait à autoriser la conférence générale anglophone, lui, il ne la permettrait pas. On voit que il y a eu une rencontre qui s'est tenue presque à la même période que celle qui avait été annoncée préalablement avant d'être reportée au mois de novembre. Parce qu'ils l'ont tenue samedi 25 août. Celle qui aurait dû se tenir, mais qui a été renvoyée, était prévue pour fin août, oui, 29 et 30 août. C'était pour 2 jours. Et ils l'ont fait en une journée. Je voudrais dire ici que je suis tout de même un peu inquiet. Un peu inquiet, parce que cette initiative, même si il faut dire que toute initiative est la bienvenue quand elle vise la paix, je dois dire que je suis tout de même inquiet parce qu'on a le sentiment, à l'observation, que cette initiative rentre dans une vision autre que la première, qui rassemble davantage, parce que celle de Christian Kardinal Toumi rassemble les forces vives et du nord-ouest et du sud-ouest, les deux. Cette rencontre n'a concerné exclusivement que le sud-ouest. Que le sud-ouest. C'est une vision séparatiste, entre guillemets. C'est-à-dire, ce n'est pas une vision qui rassemble, ce n'est pas une vision unitaire. C'est pour cela que je dis, je m'interroge sur les véritables fondements, les véritables raisons qui auraient amené Peter Mafani Musonga à organiser cette cérémonie en tenant compte exclusivement des populations, des forces vives du Sud-Ouest. Même si lui, il est originaire du Sud-Ouest, il me semble, pour avoir joué un rôle important dans ce pays comme premier ministre chef du gouvernement, et même pour la seconde casquette qu'il a, le grand chancelier des ordres nationaux, il lui était convenable que cette rencontre permette de voir au sein du forum et les forces vives du Sud-Ouest et celles également du Nord-Ouest. Donc c'est le grand regret que j'ai. C'est pour cela que je questionne les raisons véritables de cette rencontre qui divise plutôt qu'il rassemble. Okay. Adrien Toumbi, docteur, vous voyez la chose comme ça aussi, qu'on a exclu les originaires du Nord-Ouest dans cette affaire? Je suis un peu éloigné du problème, mais mon analyse personnelle, en tant que professeur de sciences politiques, je vous laisse voir
dans l'acte du forum, Oui. deux aspects. Le premier aspect, c'est-à-dire le gouvernement ou je ne sais pas qui a initié cette rencontre pour tendre la main à ceux qui étaient les plus conciliants peut-être. Et la deuxième analyse, c'est pourquoi alors oublier le nord-ouest. Hein? Ouais, Dans ce cas, c'est un problème politique. Il se retourne sur le sud-ouest en voulant marginaliser le nord-ouest. Dans ce cas, il se retire en disant, voilà, j'ai tendu la main à une partie de la population, l'autre est virulente, elle ne veut pas de la paix. Donc moi, je trouve que c'est un problème à double tranchant dans cette Alain Djipo, même perception, on n'exclut le nord-ouest pour des décès inavoués, pensez? Ce serait assez prématuré d'affirmer. Parce que les problèmes sont là, hein, parce qu'on dit que c'est depuis 2016. Les deux régions ont ces mêmes problèmes. Oui. Je voudrais dire Pourquoi que ce serait prématuré d'affirmer ex cathedra que la partie nord-ouest a été exclue du forum de Boya. N'étant pas dans les secrets de Dieu, j'ose aussi espérer qu'après le forum de Boya, on aura également un forum de Bamenda pour que l'équilibre soit parfait. Alors, cela dit, je voudrais quand même mettre un petit bémol sur ce que mon excellent confrère Edmond Kamgué a rappelé tout à l'heure, pour indiquer que c'est davantage sous le prisme d'une certaine opposition qu'il faut comprendre le conclave de Boya. Parce que, comme il l'a si bien rappelé, cette assise arrive au lendemain où tous les turiféraires du régime en place sont sortis dans les médias, sur la place publique, pour torpiller, je pèse bien mes mots, pour torpiller l'initiative bienheureuse du cardinal Christian Toumi, qui se donnait pour ambition de rassembler le maximum de fils anglophones issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour qu'ensemble, ils posent leurs problèmes sur la table de manière à pouvoir adresser le gouvernement le moment venu. Une initiative comme celle-là, venue d'une personnalité controversée de la nation qu'est Christian Cardinal Toumi, aujourd'hui, on peut valablement se dire effectivement ce qui s'est passé à Boya était une idée pour remettre en question la démarche suggérée par le cardinal Toumi. Et donc, je valide votre thèse qui soutient amplement que Boya était l'antithèse de la conférence générale. Maintenant, j'ose espérer, comme je l'ai dit tantôt, que c'est la première phase d'un conclave dont la suite prévoit d'intégrer maintenant toutes les forces vives du Nord-Ouest pour que tous les problèmes, aussi bien de la région du Sud-Ouest et de la région du Nord-Ouest, trouvent une plateforme unique pour pouvoir inviter encore une fois le gouvernement camerounais au dialogue. Parce que comme on peut le dire aujourd'hui, le dialogue dans cette affaire est la démarche qui va amener la pacification de ces deux régions. Et de ce point de vue-là, aucune initiative qui rassemble, qui jette les bases d'une réflexion profonde sur les enjeux et les préoccupations majeures que nos compatriotes de ce côté-là relèvent. Donc aucune initiative dans cette direction n'est de trop, sauf si vraiment on n'est pas dans une logique de vouloir construire ce fameux vivre ensemble que nous appelons de tous nos voeux. Maître Kaka, les choses sont allées comme une lettre à la poste parce que l'initiative venait, on va le dire comme ça, d'un membre ou bien un membre du gouvernement par rapport au forum de Boya. Oui, Serge Alain, avant de répondre à votre question,
permettez-moi d'avoir deux grilles de lecture. Oui. La première grille de lecture, c'est que Peter Mafani Moussongue, fils du Sud-Ouest, a adhéré à l'initiative prise par le cardinal Toumi et ses autres confrères, permettez-moi l'expression, serviteurs de Dieu. Parce que, en fait, on peut se dire qu'il a adhéré à cette initiative et pour cela, il convoque les siens, ça veut dire les originaires du Sud-Ouest, pour préparer la grande assise. Ça, c'est une grille de lecture. La deuxième grille de lecture que nous pouvons avoir. Mais ça, rien ne ressort des résolutions. Non, rien du tout. Non, je dis que c'est une thèse. Oui, c'est une grille de lecture. À première vue, on peut le penser. Bon, maintenant, lorsque nous lisons, j'allais dire, les conclusions de ce conclave, et lorsque nous essayons de les interpréter, le sentiment qu'on aurait nous amènerait à avoir une deuxième grille de lecture, que en fait cette initiative a été prise pour torpiller la première initiative, celle de la convocation de la conférence générale anglophone. Et vu sous cet angle, ce serait vraiment regrettable parce que cela nous conforterait nous autres dans la position qu'on a toujours eue, que dans la gestion de cette crise, il y a beaucoup de responsables dans notre pays qui travaillent pour que cette situation soit maintenue. Et ça rejoint ce que je disais sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, qu'il y a une situation assez paradoxale et assez surprenante qui nous a toujours préoccupés. C'est qu'autour du président Biya, il y a des gens que j'ai toujours appelés les partisans de la politique de la cellule, qui, en fait, sont très à l'aise quand l'eau est trouble. C'est-à-dire que c'est quand l'eau est trouble qu'eux tirent leur épingle du jeu. Donc il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve une solution à cette crise. Moi, ce que je dois dire, c'est que, comme c'est une assise qui n'a concerné que les ressortissants du Sud-Ouest, nous osons espérer que les ressortissants du Nord-Ouest, de leur côté, vont aussi se retrouver pour organiser leur part de conclave. Et à ce moment-là, on va donc se poser la question de savoir si après donc la tenue des deux conclaves, il y aura donc maintenant la tenue du grand conclave qui va permettre aux fils d'expression, aux fils camerounais d'expression anglaise de se retrouver ensemble pour essayer justement d'harmoniser leur position. Parce que jusque-là, nous pensons que l'initiative prise par le cardinal Toumi était un préalable à la tenue d'un dialogue national inclusif. Parce que lorsque nous avons eu à analyser la convocation de cette conférence, nous nous sommes dit que c'était l'occasion qui était donnée pour les anglophones d'harmoniser leur position. Parce que ne le perdons pas de vue. Nos frères anglophones ne tiennent pas tous le même discours, n'ont pas tous les mêmes préoccupations. Il y en a qui sont sécessionnistes, il y en a qui sont fédéralistes, il y en a qui sont pour la continuité. Donc nous osons espérer que ce qui a commencé hier, ce qui a commencé ce week-end à Buea, n'est que le début d'un long processus qui va aboutir à la convocation d'une assise d'envergure nationale qui va permettre à tous les Camerounais de sortir définitivement de l'auberge. Edmond Kangia, tel que c'est parti-là, vous voyez une conférence, un forum de Bamenda. Est-ce que si le forum de Bamenda se tient, il y a des chances que la conférence générale anglophone se tienne encore? Si un forum du Nord-Ouest se tient à Bamenda, oui. C'est-à-dire une sorte de forum homologue à celui de Buea, la question que je me poserais est celle de savoir qui va la présider. Est-ce que ce sera encore Peter Mafani Moussongue qui lui est originaire du Sud-Ouest? Peut-être Paul Atangandji. Paul Atangandji, le Minat, a-t-il qualité pour présider une telle rencontre? Ça, c'est la question que je peux me poser. Est-ce qu'il est certain qu'il va pouvoir réunir l'ensemble des forces vives du Nord-Ouest en tenant compte de ses prises de position qui ne rassemblent pas toujours toutes les sensibilités? Parce que avant de rentrer dans le fond de ta question, permets-moi de dire un mot par rapport à ce qui s'est passé à Buea. Samedi. Et notamment sur le Premier ministre Peter Mafani Moussongue. N'oubliez pas chaque fois que Peter Mafani Moussongue, bien qu'il soit à la tête d'une commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qu'il a eu à tenir des propos inappropriés vis-à-vis des ressortissants du Nord-Ouest. Et les ressortissants du Nord-Ouest n'ont pas oublié. Je ne vais pas revenir sur ces propos-là. Ce sont des propos qui vont dans le sens
de ce que j'ai dit au début de ce plateau. J'ai dit que cette rencontre, il me semble que ça divise plutôt que de rassembler. Et le fait de l'avoir tenue pratiquement à la même période que celle qui aurait dû se tenir à ce moment conforte ceux qui pensent, dans les analyses, dans les observations, qu'en réalité, c'est une réponse à la proposition du cardinal Toumi. C'est-à-dire, en fait, c'est une contre-proposition pour torpiller la conférence générale anglophone qui a été reportée pour les 21 et 22 novembre. Oui. Je plaide davantage pour cette façon de penser. Ce qui m'amène maintenant à répondre à votre question. Est-ce que si un forum du Nord-Ouest se tient à Bamenda, ça invaliderait ou ça annulerait, ça enlèverait tous les sens ou la légitimité d'une conférence générale anglophone? Ma réponse est non. Parce que la manière dont se déroule le forum qui s'est tenu au sud-ouest et qui pourrait peut-être se tenir à Bamenda m'amène à comprendre que ce n'est pas parti sur des mêmes bases. Parce que les bases de la conférence générale anglophone, c'est la suite. En fait, c'est to update, comme diraient les anglophones, c'est to update. Il s'agit d'une mise à jour des conférences de la All Anglophone Conference de 1993 à Boya et de la All Anglophone Conference de Bamenda. Il s'agit de prendre toutes les résolutions qui avaient été prises à ce moment-là, de faire le point de ce qui a été appliqué ou ce qui n'a pas été appliqué, de faire la mise à jour et aujourd'hui de dire à l'ensemble de ceux qui vont venir à la conférence de Boya, à la General Anglophone Conference de Boya, qui viendront de la diaspora et de l'intérieur, pour faire le point des questions, des problèmes que connaissent l'ensemble de la communauté anglophone du pays, de dire voilà nos problèmes. Et historiquement, les ressortissants anglophones, les ressortissants nord-ouest et du sud-ouest, chaque fois qu'il y a eu à débattre sur une question concernant l'ancien Ouest Cameroun ou le Southern Cameroun, les leaders se sont toujours retrouvés tous ensemble pour discuter ensemble. Ce qui m'amène à penser, en définitive, que l'initiative qui a été prise par Peter Mafani Musonge n'est pas la bonne. Elle ne rassemble pas. Elle est dangereuse. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que j'anticipe, mais j'ai la capacité d'analyser et de voir venir. Parce que je connais les tenants et les aboutissants de la conférence générale anglophone que propose le cardinal Toumi. C'est pourquoi je vous ai invité ce soir sur ce plateau. Et je sais que telle que celle-ci est organisée, elle n'est pas bâtie sur la même volonté de trouver des pistes de solutions pacifiques et durables à la crise anglophone. Okay. Celle-ci, je crains fort qu'elle n'aboutisse pas à une solution durable de la crise anglophone. Voilà. Parce qu'en passant, avant de chuter, les forces vives que vous avez vues à cette rencontre, ce sont plus des forces vives du RDPC que des forces vives de l'opposition. Je vous laisse. Et pourquoi ce serait donc impossible? Pourquoi ce serait donc impossible? Pourquoi ce serait donc pas rassembler toutes les sensibilités du Sud-Ouest? Edmond, pourquoi ce serait donc impossible à Bamenda pour le ministre Paul Atangandi? Mais de faire pareil. Mais ce serait la bombe. Oui. Il rassemblerait les forces vives d'une même sensibilité politique. Mais quand on veut résoudre un problème, imaginez, vous êtes père de famille. Vous avez des enfants qui ont chacun sa sensibilité. Ils se battent, ils se combattent, ils veulent résoudre un problème. Vous êtes le père de famille. Est-ce que vous allez choisir un enfant au détriment de l'autre? Ou alors vous allez concilier les deux enfants? Edmond Kamgia. Allons ensemble. Edmond, on parle de 500 participants à Boya samedi. Hein? Oui, 500 participants. La question n'est pas le nombre. Oui. Donc vous pensez que tous étaient acquis à la cause, on va le dire comme ça, du RDPC, à la cause du parce qu'il y a eu, je mesure un peu. Il y a eu des désaccords, hein, pour la démilitarisation ou pas, hein, ils se sont pas entendus. Oui, mais ce sont des accords. Et même sur la forme de l'État. Il y en a qui campent sur le fédéralisme, d'autres pensent que c'est la décentralisation. Mais effectivement, au sein du pouvoir. Donc c'est pour dire que les 500 n'étaient pas acquis. C'est pour dire que les 500 n'étaient pas acquis aux visions de Peter, à la vision de Peter Mafani et les autres. C'est une façon de voir. Oui. Moi, je ne reste pas sur la forme, je vais sur le fond. Okay. Et je dis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes au Cameroun. Oui. Il faut rassembler l'âge, il faut ratisser l'âge. Il faut trouver des solutions globales et générales à une crise. Il ne faut pas chercher des solutions parcellaires qui vont plutôt envenimer la situation. Parce que je crains fort que cette initiative
envenime plutôt la situation, qui est déjà assez complexe, qui est déjà assez difficile comme ça. On ne sait même pas si la rentrée va se tenir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y a des forums comme ça, des forats, qui rassemblent, j'allais dire, une minorité acquise, j'allais dire, au régime. Il faut élargir. Il faut élargir. Or, l'initiative de la General Anglophone Conference, qui a été reportée le 21 février novembre, c'est d'élargir. C'est tous les fils, de toutes les tendances politiques, y compris ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui veulent résoudre un problème sur la durée et rester avec l'œuf et voir. Parce que, en fait, il s'agit de trouver, comme je parlais d'une mise à jour des problèmes qui ont été posés jusque-là et de voir qu'est-ce qui a été résolu, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Oui. Et maintenant, proposer des pistes de solutions qui pourraient être débattues dans un éventuel forum national que j'appelle dialogue national inclusif, oui, que convoquerait le chef de l'État. C'est ça ce que recherche la conférence générale anglophone. Okay. Sauf le forum là, je ne sais pas qu'est-ce que ça recherche. Oui, rapidement, Alain Djipo. Juste pour placer un mot, pour indiquer qu'effectivement, la démarche des organisateurs du forum de Buea s'inscrit dans une démarche partisane, il faut le dire clairement. Et je crois Edmond l'a si très bien démontré. Il est clair que c'est une démarche qui ne fédère pas toutes les forces vives sur place dans le sud-ouest, hormis celle de la région du nord-ouest. Et donc, ça fait un problème. Parce que la question anglophone est une question qui concerne deux régions précises du Cameroun. Il n'est pas indiqué que Peter Mafani Musonge, en tant qu'élite locale du sud-ouest, pense uniquement à penser justement avec art les plaies, les blessures de sa région, en oubliant les plaies géantes, béantes de celles du nord-ouest. Je crois que le forum de Buea... Est-ce que ça n'aurait pas été une concurrence entre guillemets avec l'initiative du cardinal, s'il fallait qu'ils mettent ensemble et le nord-ouest et le sud-ouest? C'est pour cela que je soutiens mordicus l'initiative du cardinal, parce que celle-là est plus fédérative, elle est plus inclusive, elle rassemble plus. La personnalité du cardinal, qui est un membre influent de la société civile nationale camerounaise, est une personnalité dont la réputation ne fait plus de doute. C'est une personnalité, n'en déplaise aux turiféraires du régime, qui ont estimé que, comme l'idée venait du cardinal, alors ça signifie qu'il y a un agenda caché. On en a parlé sur ce plateau. Oui, je pense que l'agenda caché, pour moi, c'est le retour à la paix. Okay. Si tout le monde va dans cet agenda caché, avec pour ambition de pacifier ces deux régions, je dis, on va y aller, mais à condition de rassembler tout le monde, à condition de ne pas faire une politique de division, parce que le pays est déjà en proie à des manœuvres qui visent justement à le déstabiliser de plus en plus. Ok. Simon Saïd Kaka, tu reviens sur les prétextes de ce forum: enlèvement et meurtre des chefs traditionnels, assassinat de citoyens, intimidation d'enseignants et d'élèves, destruction de biens et de projets d'investissement, incendie de stations-service, banques et infrastructures, CDC, PAMOL, destruction de l'économie cacaoyère. Est-ce que c'était pas normal pour Peter Mafani, comme il a déclaré, on va le voir? Il a dit exactement ceci à Buea: frères et sœurs, il vient un temps dans la vie d'un peuple où on doit dire trop, c'est trop. Peter Mafani Musonge, samedi dernier. En fait, je pense que, avant de répondre spécifiquement à cette question, je vais revenir sur un point qui me semble assez important. Tout à l'heure, vous avez parlé du nombre de participants à ce forum. Oui, pas de 500. Vous n'avez pas de 500. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes des grands journalistes d'investigation. Je ne sais pas si les... C'était dans une salle de conférence d'un hôtel, hein? Je ne sais pas si les organisateurs... Mountain Hotel, sans publicité. Les organisateurs de ce forum ont communiqué sur les critères de sélection des participants. Parce que je pense que... Comme le cardinal l'a fait pour tout à fait, parce que justement, il peut aller dans son village Bojongo, il porte déjà 200 personnes.
quelqu'un d'autre monte la grille support, il monte avec 200 personnes, et au bout du compte, on se retrouve avec 500 personnes dans la salle. Mais des gens, en réalité, qui n'ont ni consistance pour participer à ce genre de débat. Deuxième chose, qui n'ont aucune représentativité dans la région. Donc moi, je pense que c'est à ce niveau même qu'il y a le vrai problème. Maintenant, pour revenir à votre question... Mafani qui dit que trop, c'est trop. Non, en fait, c'est ce genre de discours qu'on entend depuis. Et c'est ce genre qui radicalise les choses. Oui, justement, parce que je me souviens encore, quelqu'un, je ne sais pas qui l'a déclaré, je préfère taire son nom, qui a dit clairement qu'il y a des rats dans les deux régions, et il faut que le gouvernement trouve des stratagèmes pour dératiser ces deux régions. Ce genre de discours, c'est pour radicaliser les positions. Et c'est ça qui a conduit à cette guerre qui nous a été imposée. Parce que j'ai également dit, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais j'ai lu dans un journal de la place qu'il aurait dit, bon, je parle au conditionnel, que c'est une guerre, qu'ils sont en train de subir une guerre qui leur a été imposée par leur frère du Nord-Ouest. Un journal l'a dit. Un journal l'a dit. Bon, voilà. Ce genre de discours ne sont pas de nature. Ce genre de discours n'est pas de nature à ramener la paix. C'est ce genre de discours, justement, qui crée des problèmes. Moi, je pense que ce qui doit se passer maintenant, que les vrais acteurs de la société civile, de la région du Nord-Ouest, des gens crédibles, parce que pour convoquer ce genre d'assises, il faut déjà jouir d'une certaine crédibilité. Il faut avoir une image positive dans l'opinion. Il faut donc que des grands acteurs crédibles de la région du Nord-Ouest convoquent une vraie assise pour permettre aux ressortissants du Nord-Ouest d'harmoniser leur position. Aussi. Donc, moi, je pense que cela s'avère nécessaire. Mais cette assise est convoquée par le ministre Atangandji, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je suis sûr que ça sera encore une situation catastrophique parce que je suis convaincu que la solution ne viendra jamais de là. Nous autres, nous pensons que l'initiative qu'a prise le cardinal Toumi et certains chefs religieux est de nature à ramener la paix. Nous autres, peut-être qui ne sommes pas de ces deux régions, qui sommes de la partie francophone, mais qui tenons à la stabilité et à la paix dans notre pays, nous devons aussi apporter notre contribution pour que cette assise ait lieu. Cette assise ne doit pas être, abandonnée, parce que si cette assise ne se tient pas, je suis convaincu qu'on ne sortira pas l'auberge de ce côté-là. Maintenant, ce que je vais dire pour chuter par rapport à votre question, c'est que lorsque M. Mafani essaye de répertorier les actes qui ont été posés par les sécessionnistes ou les terroristes, entre guillemets, il n'a jamais répertorié les actes commis par le pouvoir. Parce qu'en réalité, je suis de ceux qui pensent que cette guerre, c'est le gouvernement qui en est le principal responsable. Tout ce qui arrive par la suite n'était que, des actes de représailles qui ont donné aujourd'hui des conséquences catastrophiques. Moi, je pense que pour que nous revenons à la paix dans cette région, il faut que les deux parties reconnaissent leur tort. Parce que, comme on l'avait dit en Afrique du Sud, vous comprenez, lorsqu'on avait convoqué la fameuse commission vérité et réconciliation, je pense que la paix passe d'abord par la vérité. Il faut d'abord que les gens se disent la vérité et que les uns et les autres reconnaissent leur tort. Si vous ne reconnaissez pas vos torts et que vous pensez que c'est les autres qui sont responsables, je suis convaincu que vous ne parviendrez jamais à une situation, à une solution consensuelle. Donc il faut déjà que les uns et les autres reconnaissent que cette situation, nous l'avons aujourd'hui parce que de part et d'autre, il y a des responsables. Donc c'est des responsabilités partagées. Tant que le gouvernement ne parvient pas à reconnaître que nous sommes arrivés à cette situation parce que l'affaire a été gérée très mal dès le départ, je pense que nous ne trouverons jamais de solution. C'est pour ça que je pense, de mon point de vue, que nous devons tout mettre en œuvre pour encourager la tenue de la grande conférence générale anglophone qui a été convoquée par le cardinal Toumi. En passant par le forum de Bamenda. Bon, le forum de Bamenda peut être organisé en repli, mais pas forcément dans le même esprit que le forum de Boya. Si le forum de Bamenda se réunit dans l'optique de permettre aux ressortissants du Sud-Ouest d'aplanir leurs divergences avant d'aller à la grande conférence, je pense que c'est quelque chose de positif. Mais si elle se tient aussi dans le même esprit que celui de Boya, j'ai le sentiment et même la conviction que la situation ne sera jamais, on ne trouvera jamais une solution à ce problème. Donc c'est pour ça que de mon point de vue,
il ne faut pas jouer le jeu du pouvoir. Okay. Parce que chaque fois que des gens prennent des initiatives, s'il te plaît Serge, chaque fois que les gens de bonne volonté prennent des initiatives pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ce problème, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dans cette situation et qui trouvent tous des petits artifices pour empêcher ceux qui peuvent travailler dans le sens de la paix et d'une solution définitive. Docteur Adrien Tombi, vous qui enseignez les crises, Oui. est-ce que le maître Kaka a dit que dans la crise, il faut d'abord reconnaître ses torts? Est-ce que, pour le cas d'espèce, est-ce que ça passe forcément par là? Oui, c'est-à-dire que les deux parties reconnaissent ce qu'elles ont eu à faire depuis le début de la crise. Oui, je partage son avis. En octobre, je crois que la crise va entrer dans sa deuxième année. Oui, deuxième année, ça va faire 2 ans. Oui, pourquoi avoir attendu? Ça, c'est un point d'interrogation, il faut demander ça au gouvernement. La première règle qu'on apprend en diplomatie, que j'apprends aux étudiants, c'est de reconnaître que l'autre existe. C'est-à-dire, je suis en crise avec monsieur, je ne dois pas rester dans le déni. C'est-à-dire que le problème pour moi n'existe pas alors qu'il est là. On reconnaît d'abord que l'autre existe. C'est-à-dire, même si on est opposé, mais il existe. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On nomme ce qu'on appelle un médiateur de la République, qui va jouer le rôle d'amener tout le monde sur la table de négociation. En complément, Qui va le choisir sans le qu'il ne gouvernement soit contesté? Justement, il doit être Une des parties. Il doit être neutre et accepté par les deux parties. Non, qui doit le nommer? Doit le désigner? Les deux parties en opposition doivent le choisir. C'est-à-dire, on ne va pas imposer à l'autre partie un médiateur qui ne le convient pas. Bon, j'ai appris que... Ça se complique, là. Oui, non. Le cardinal a été choisi des deux côtés. J'espère. Non, il est contesté. Hein. Bon, il est contesté. Il est contesté. Dans ce cas, bien le gouvernement ou bien les autres partis... Non, je reviens sur ce que vous l'avez dit. Il faut choisir un médiateur. Qui va le choisir? Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. Je ne peux pas vous dire. Kofi Annan, avant qu'il ne parte, avait proposé ce service. Voilà. Voilà quelqu'un qui était unanime. Voilà. Pourquoi on l'a refusé? Je ne sais pas. Donc, quand vous choisissez un médiateur, vous êtes d'abord d'accord. Hein, on n'impose à personne. Le médiateur est là pour prendre les doléances à gauche et à droite. Oui. Et dire et demander à chaque parti jusqu'où vous êtes capable d'aller. Le consensus. Voilà. Et demande à l'autre parti jusqu'où vous êtes partisan de limiter vos demandes. Quand ils arrivent à ce niveau, le problème est presque résolu. Mais quand on se contente que, comme dit monsieur, il y a des arrière-pensées, des non-dits, ça ne peut pas aller. Donc, agenda caché au Cameroun. Oui. On utilise l'expression agenda caché. L'expression camerounaise. Oui. Donc, là, si le médiateur ne peut pas jouer son rôle, la crise va durer autant que possible. Et généralement, tous les gouvernements adoptent cette solution. C'est-à-dire, devant une crise, ils ont deux solutions. Soit ils veulent le pourrissement de la situation. Oui. Deuxième chose, quand le pourrissement ne marche pas, ce sont des répressions qui engendrent en ce moment des... Parce que quand vous allez refaire de la répression sur quelqu'un, il ne va pas se laisser faire. Il va réagir. Donc, c'est ce qui entraîne souvent les guerres civiles. On commence toujours par une petite querelle de voisins et après, ça s'agrandit et puis ça devient une crise nationale. Ok, je vais vous lire. Oui. Non, je voulais juste Non. préciser quelque chose à la suite des développements de du professeur. Oui. En fait, ce qui complique cette situation, ce qui complique cette guerre, c'est que du côté du gouvernement, on ne reconnaît même pas des interlocuteurs en face. Parce que chaque fois, ils vous disent que nous allons dialoguer avec qui. Donc, pour eux, il n'y a pas d'interlocuteur. À partir du moment où il n'y a pas d'interlocuteur, on ne peut même pas désigner un médiateur. Parce que pour désigner un médiateur, il faut déjà reconnaître l'existence des deux camps. Oui. Et vous disent que de l'autre côté, c'est les terroristes. On n'a pas d'interlocuteur avec qui on peut discuter. Cela fausse déjà les données dès le départ. Tout à fait. Donc moi, je pense de mon point de vue, et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, que la vraie solution à ce problème
ne peut venir que de la conférence générale anglophone. Parce que cette conférence permettra à nos frères anglophones d'aplanir leurs divergences. Lorsqu'ils auront déjà aplani leurs divergences, lorsqu'ils auront déjà arrêté une position commune, parce que même pour venir à un dialogue national inclusif, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, il va de soi que ce dialogue national inclusif est voué à l'échec. C'est pour ça que moi je pense que, contrairement à ce que peuvent penser les partisans ou alors le camp qui est au pouvoir aujourd'hui, il faut reconnaître que l'initiative du cardinal Toumi, c'est une initiative à saluer et à encourager. Et j'invite, je profite de votre plateau pour redire à certains acteurs de la société civile crédibles de mettre tout en œuvre pour soutenir cette initiative. Parce que, de mon point de vue, la vraie solution à cette crise dite anglophone ne peut sortir que de cette crise. Parce que si de là... Cette conférence. C'est cette conférence, je veux dire. Donc, si, en allant à cette conférence, les gens viennent avec des bonnes intentions, et au sortir de la conférence, on a des solutions appropriées, il va de soi que le dialogue national va devenir inévitable. Le pouvoir sera obligé de convoquer un dialogue national qui va permettre à nos frères anglophones de faire valoir leur position. Ok, je vais vous lire cette déclaration, parmi tant d'autres, de Patrick Ekema Isunga. Il dit ceci: nos ennemis ne sont pas loin, nous en avons plusieurs assis parmi nous, ça c'était à la conférence samedi. Comme disent les Français, je l'embrasse pour l'étouffer. Je crois qu'il a, vous connaissez, j'embrasse mon rival, c'est pour mieux l'étouffer. Voilà, il a voulu reprendre cette formule. Voilà. Comme ça nous rappelle un discours du PAN. Oui, Kavaye Yaga Djibril, par rapport lorsque la crise Boko Haram atteint le pic. Boko Haram est parmi nous. Tout à fait. Et là, il indexe, on va le dire comme ça, ses frères du sud-ouest. Il dit qu'ils sont là, dans la salle. En réalité, c'est une figure de style, c'est une image, peut-être une métaphore. Mais observez bien le profil des personnalités qui font ce genre de déclaration. On en a vu pour celle du Premier ministre en relation avec ses compatriotes du Nord-Ouest. Et là, maintenant, c'est M. Ekema, le maire de Boya, dont je parlais tantôt des propos qu'il a tenus, des défiances même vis-à-vis du chef de l'État, qui est par ailleurs président national du parti qu'il a investi maire de Boya. Il a dit que si Paul Biya accepte la conférence générale anglophone à Boya, lui, il ne l'autorise pas. Mais qui est-il, ce monsieur? Le premier magistrat de la ville. Ah ouais, le premier magistrat de la ville. Bon, on sourit. Mais il n'est pas au-dessus. Mais il n'est pas au-dessus du chef de l'État, du président de la République. Oui. Mais c'est extrêmement grave. On a l'impression que ce pays n'est pas gouverné. Un monsieur tient de tels propos, mais vous devez rendre compte. Tout à fait. Mais c'est extrêmement grave ce que ce monsieur a dit. Et il continue dans ce forum. Je vous disais, effectivement, vous voyez bien, que dans ce forum, c'est un forum des faucons. C'est un forum des faucons. Si on vous donne la liste des 500 personnalités que vous avez citées là, vous allez voir qu'il y a très peu de modérés. Il y a très peu de modérés du pouvoir dans cette liste. Et c'est extrêmement grave. Si ils doivent organiser aussi un forum dans le Nord-Ouest avec des faucons du régime, c'est la bombe qu'on prépare. Et ça n'augure rien de bon par rapport à l'élection présidentielle. Et voilà pourquoi, ici, enfin sur notre plateau, ici même à Equinox, j'ai eu à dire que ça aurait été important que la conférence générale anglophone s'éteint dans les délais initiaux, c'est-à-dire les 29 et 30 août. Oui. Parce que ça aurait permis d'écouter toutes les sensibilités. Les Camerounais anglophones de la diaspora comme ceux de l'intérieur. De tous les camps, je dis bien de tous les camps, même de ceux qui sont favorables à la sécession. Ça aurait eu un mérite, un très grand mérite. Parce que l'une des choses recherchées à la conférence générale anglophone, c'est d'avoir des délégués, représentants, qui pourront défendre la position commune qu'ils auront retenue au futur dialogue national inclusif. Les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les représentants des différentes sensibilités de la communauté anglophone à ce débat-là. Est-ce que l'idée déjà est acceptée par celui qui auquel on vient d'assister, mais c'est essentiellement des faucons. Il n'y a pas de modéré dedans. Edmond Kamkia, est-ce que l'idée d'un débat national était acceptée déjà par le président de la République? Je pense que oui.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que le chef de l'État a un gouvernement qui a un chef, et dans ce gouvernement, il y a un porte-parole du gouvernement qui s'appelle Issa Chiroma Bakary. Sa toute première réaction, après l'annonce de la conférence générale anglophone, il a dit c'est une très bonne initiative. Et toute initiative qui va dans le sens de la paix, de l'apaisement, de la recherche, de l'unité, de la stabilité, elle est bonne. Il a dit que c'est une bonne... La bienvenue. Elle est la bienvenue, il a dit. Il a seulement émis des réserves sur des préalables que les initiateurs avaient précisés dans leur communiqué, où il disait notamment qu'il est souhaitable qu'il y ait un cessez-le-feu des deux camps. Oui. Et qui est une démilitarisation. Une démilitarisation. Ben, en réalité... Le relax de tous ceux qui sont emprisonnés. Non, c'est surtout ça. Oui. Qu'on relâche tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, tant que c'est légalement possible. Tant que c'est légalement possible. Et les gens ont très mal interprété ces deux propos. Certains, tu référais du régime, ont laissé croire que le cardinal Toumi et ses confrères ont demandé de libérer absolument tout le monde, sans tenir compte des infractions. Ils ont dit, tant que c'est légalement possible. Donc, il y a certains qui ont laissé penser, laissé dire et croire que le cardinal Toumi et ses confrères ont prétendu ou ont dit que l'armée, toute l'armée camerounaise doit déposer les armes et ne doit plus assumer ses missions régaliennes. Le cardinal n'a jamais dit ça, c'est impossible. C'est impossible. Le cardinal Toumi, c'est un responsable, c'est un haut dignitaire de la République. Dans d'autres pays, mais c'est des gens qui sont vénérés. Mais je vous dis, nul n'est prophète chez soi. Mais si vous savez combien nous envient les autres peuples africains, les autres communautés, d'avoir un homme comme le cardinal Toumi, qui est vilipendé, insulté par-ci, par des gens qui dénaturent ses propos, et lui font dire ce qu'il n'a pas dit. C'est pour dire quoi en réalité? La conférence générale anglophone, je le disais tantôt, s'il n'y avait pas eu, j'allais dire, une certaine riposte, une certaine réaction des faucons, notamment ceux du pouvoir, parce qu'il y a des faucons dans les deux camps, il faut le dire. Il y a les faucons du pouvoir, il y a des faucons dans le camp des sécessionnistes, qui ont dans les deux camps, les faucons des deux camps ne veulent pas de la conférence générale anglophone, de la paix. Parce qu'en fait, la conférence générale anglophone vise la paix durable. Tout à fait. Or, il y a des modérés dans tous les camps. Et justement, cette conférence générale anglophone, si elle avait pu se tenir dans les délais initiaux, j'ai dit les 29 et 30 août, je peux vous assurer qu'il y aurait eu un apaisement avant l'élection présidentielle. Il y aurait eu la possibilité pour Elekam de faire voter tranquillement les déplacés internes. Parce qu'Elekam est dans une situation très compliquée aujourd'hui. Pour faire voter les personnes qui sont déplacées, il faut les identifier partout où ces personnes sont parties. Mais malheureusement, pour diverses raisons, y compris celle d'une certaine opposition ferme vis-à-vis de la tenue. Parce que certains ont accusé le cardinal Toumi d'avoir un agenda secret. Non, il n'a aucun agenda secret. S'il a un agenda, c'est la paix durable au Cameroun. C'est tout. Ok. Et la résolution de la crise anglophone. C'est Simon, maître. Oui, en fait, j'avoue que je voulais juste revenir sur les déclarations du maire Ekema. Vous savez, je peux fêter le nom, mais quand je discute avec des amis originaires de cette région, j'ai constaté que beaucoup de nos frères anglophones originaires du FACO, parce que le FACO a ceci de particulier, c'est des Bakweri. Oui. Eux, ils estiment que cette guerre leur a été imposée par leurs frères de la Manu. Ça veut dire la Manu, c'est les Bayangé, c'est les Djaga. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous prenez la liste, par exemple, de ceux qu'on a arrêtés au Nigeria, apparemment, bon, c'est là, c'est de ces échanges-là que j'ai pu avoir ces informations. Beaucoup sont originaires de la Manu, donc des Mamfés. Donc quand le maire Ekema vient dans le cadre de ce forum dire qu'il y a des fouteurs de troubles parmi eux, j'ai peur qu'ils sont en train de tribaliser le débat. Parce que ici, c'est ça le danger de ce pays. Je suis à côté d'un professeur de sciences politiques, qui connaît bien ces choses. Ce qui gêne dans nos États, c'est que chaque fois qu'il y a une situation, d'une manière ou d'une autre, on cherche toujours à la tribaliser. J'ai peur que les Bakweri soient en train, parce que même l'initiateur en chef de ce forum, le premier ministre Mafani Moussongue, c'est un Bakweri.
Et comment c'est Mbakweri? Donc, j'ai peur qu'il soit dans la posture des gens qui viennent tribaliser les débats pour dire que c'est les autres qui viennent des autres départements du Sud-Ouest qui sont en train, j'allais dire, de leur imposer une guerre. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter. Dans ma première analyse, c'était ça. C'est-à-dire, on a voulu marginaliser les gens du Nord-Ouest. Merci. C'est une manœuvre politique. Merci, cher monsieur. Sadiq Noufele, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans quelques instants, 2 ou 3 escales pour les millions de téléspectateurs d'Equinox. Sur la route d'Etoudi 2018, c'est une nouvelle qui est en train de réjouir le SDF et d'autres partis de l'opposition. Le Conseil électoral annonce la délocalisation des bureaux de vote situés dans les casernes militaires. Une décision qui a été rendue publique ce jour. Vous suivrez dans ce journal la réaction du SDF qui projetait une marche à Douala contre le maintien de ces bureaux de vote dans les casernes militaires. Une décision qui vient d'être changée, prise par le Conseil électoral. Nous parlerons de rentrée scolaire. Vous le savez, nous sommes à une semaine et plusieurs collèges privés clandestins défient le gouvernement malgré les défauts des formalités légales en matière de création et d'ouverture. Certains établissements scolaires continuent de fonctionner et d'enregistrer des parents d'élèves qui viennent pour les inscriptions des enfants. Ils balbutient pour s'expliquer sur les raisons de leur fonctionnement. Pourtant, le gouvernement a déclaré que ces collèges sont fermés. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Nous parlerons également des réformes dans le système de l'enseignement secondaire. Le gouvernement qui prévoit d'introduire les arts cinématographiques et les sciences humaines dès le second cycle de l'enseignement secondaire général. Quels sont les enjeux de telles réformes? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Et ensuite, nous évoquerons les pleurs du côté d'Ezeka. Après le décès de l'évêque dans cette localité, des chrétiens qui témoignent à la suite de cette triste nouvelle qui est survenue durant le week-end dernier. Serge Alain. Voilà l'essentiel donc de tous ces éléments que Cédric vient de présenter. À l'attention de nos millions de téléspectateurs, c'est dans un instant, dans le 20h qu'il va présenter. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Il fait chaud. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, Maître Simon-Serge Kaka. Comment vous avez accueilli cette décision d'élection de Cameroun? Tout est bien qui finit bien, Serge Alain. Vous savez, il y a des situations qui ne cessent de me surprendre dans ce pays. Une affaire facile, une affaire compréhensible, mais des gens font comme s'ils n'étaient pas... Ils ont voulu expliquer, vous pensez, l'inexplicable? Parce que l'article 96 est clair. Non, on a eu un débat de ça sur ce plateau. Oui, justement. Vous connaissez ma position là-dessus. Oui. Du point de vue de la légalité, c'était totalement incongru. Ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller voter dans une caserne militaire. C'est la logique, c'est la logique simple qui consiste quand même à mener ce genre, à comprendre que une pareille posture ne peut pas prospérer. Vous comprenez? Ils attendent maintenant la pression, parce que tout à l'heure, votre confrère a parlé de la pression des partis politiques. Oui. Mais moi, je vous dirais même qu'il y a une grande pression de la communauté internationale. Oui. C'est pour ça que c'est devant les diplomates qu'il... Oui, parce qu'on connaît la position de vendredi. Hein. Il disait que les casernes allaient être ouvertes comme ça au public. Voilà. Mais on ne comprend pas que entre la position de vendredi et aujourd'hui, voilà, comme vous dites, justement, les chanceliers sont passés par là. Une affaire simple qui peut être gérée simplement ici. Les autorités attendent toujours que les instructions viennent d'ailleurs. C'est ça qui est paradoxal. Et après, ils vont dire que la communauté internationale passe son temps à s'occuper du Cameroun. Mais justement, c'est des postures comme ça qui nous amènent à penser que nous ne sommes pas véritablement indépendants. Donc, une affaire qui aurait dû être gérée depuis un mois, on attend que les diplomates s'y mêlent pour trouver une solution. Je pense que c'est une honte pour le Cameroun. Alain Djipo. Non, je crois que c'est une très bonne décision. Encore une fois, c'est à mettre au crédit les forces politiques camerounaises qui ont pris sur elles, n'est-ce pas, d'exercer
cette revendication. Donc, légitimement, c'est une victoire pour ces forces. Quand je finis de dire cela, je voudrais quand même dire que, effectivement, les bureaux de vote, d'après les dispositions pertinentes de la loi, doivent être des lieux publics, c'est-à-dire d'accès public. Article 87. Voilà. Et donc, c'est quand même incompréhensible, j'ai même envie de dire paradoxal, de loger des bureaux de vote dans des casernes, c'est-à-dire des endroits fermés, des endroits qui ne sont pas accessibles aux premiers venus. Et nous, Abraham Egbert disait vendredi que ça allait être ouvert au public. Non, le problème, c'est que en réalité... Parce qu'il dit que le conseil électoral pense que les casernes, il y a des familles qui vivent là-bas, et ça, nous sommes tous d'accord. C'est pas seulement les militaires qui vivent là-bas. S'il fallait se référer à cette grille de lecture qui n'est pas validable à 100%, on se poserait bien la question de savoir pourquoi M. Biaké, président de la République, laisse le palais de l'unité pour aller voter à l'école publique de Bastos. Donc, ça, c'est une question. Donc, pour remettre en cause la posture du... Non, on parle des casernes militaires. Donc, moi, je voulais dire qu'en réalité, derrière cette affaire, l'opposition a passé plusieurs années, c'est pas nouveau, à faire cette dénonciation qui consiste à dire que les casernes, le quartier général, les brigades, machin, sont des laboratoires de fraude. C'est là-bas qu'effectivement, selon certains membres influents de l'opposition, c'est là-bas que M. Biya engrange le nombre de suffrages, le nombre de votes. Quand il s'agit... Mais il ne fait pas de 100%. Parce qu'on a montré les statistiques de 2013, c'était pas le 100%. L'objectif, ce n'est pas de faire 100%. Oui. Est-ce qu'il est élu normalement de manière démocratique dans ces casernes-là? Ça, c'est la question. Pour l'opposition, on dit non. C'est pour cela qu'on dit ils veulent avoir des bureaux de vote là, à des endroits accessibles, à des endroits facilement contrôlables. Quand vous logez les bureaux de vote dans les casernes, il y a, même si on dit en pleine caserne, le jour de vote exclusivement, ça sera libre d'accès. Ça, c'est en théorie. Les militaires, vous savez comment ils sont. Il y a des endroits stratégiques où personne ne peut aller quand vous ne pouvez pas montrer patte blanche. Donc, je pense que on a intérêt à toujours dialoguer avec toutes les forces vives de la nation pour pouvoir appliquer de manière consensuelle les arrangements autour de notre vivre ensemble. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ok. Docteur Adrien Tombi, sur cette décision. D'abord, l'idée de placer les urnes dans une caserne, je trouve que c'est une aberration totale. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, ça ne se fait pas. Les militaires, généralement, se déplacent pour aller voter dans des lieux publics. Si le président le fait, pourquoi les militaires ne le feraient pas? Donc, si l'opposition... Non, pour le cas d'espèce, ce n'est pas seulement les militaires qui sont dans les casernes. C'est des camps, il y a des familles. Oui, mais les familles doivent aller voter dans des lieux publics. Ça, c'est net et clair. Hein, c'est élémentaire. On n'a même pas besoin de faire sciences politiques pour comprendre ça. C'est net et clair. Vous quittez votre domicile, que ce soit dans une caserne ou chez vous, je ne sais pas, vous allez dans un lieu public. Généralement, ce sont dans des écoles, les mairies. C'est là où vous allez voter. Que vous soyez en famille dans une caserne, vous faites la démarche de tout le monde. Et l'opposition aujourd'hui, je crois que elle a bataillé pour obtenir ce qui lui revenait de droit. Oui, je vais revenir à vous. J'ai une question pointue pour vous, Edmond Kambia. Oui, rapidement, Serge. Non, moi, je voulais juste préciser quelque chose. Je me souviens encore, en 1992, j'étais encore étudiant. J'avais eu à être scrutateur dans une école pas très loin du camp Eyam. Et ce bureau de vote était ouvert aux militaires, avec tous ceux qui habitaient le camp Eyam. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on n'a pas logé les bureaux dans l'enceinte du camp Eyam. Mais on avait cherché une école dans les environs du camp Eyam. C'est ce que je voulais d'abord faire observer. Maintenant, je voulais également préciser quelque chose qui me semble très très important. Vous savez, lorsque on édicte une loi, sachez qu'il y a deux choses qu'on regarde dans la loi. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi, il y a ce qu'on appelle la lettre de la loi. Donc quand l'article 96 du code électoral, alinéa 4 précise que le vote doit se faire dans les lieux publics, les bureaux de vote,
Oui, en fait, c'est le vote qui doit se faire dans les lieux publics. Oui. Parce que le vote, en fait, c'est un exercice démocratique. Tout à fait. Et qui dit démocratie, dit popularité, c'est une affaire populaire. Oui. Donc il faut permettre à toutes les sensibilités de voir Surtout le dépouillement. Le dépouillement, c'est surtout le important. dépouillement. Donc, on met ça à un endroit qui va permettre à toutes les populations, de toutes les couches sociales, de pouvoir participer au dépouillement. Parce qu'en fait, le moment de dépouillement, c'est le moment le plus attendu d'une élection. Or, quand vous logez les bureaux de vote dans des casernes militaires, est-ce que les citoyens lambda peuvent entrer dans un camp militaire n'importe comment? Surtout que le dépouillement se fait la nuit. À partir de 18h, 19h, les militaires vont vous dire que les civils n'entrent plus au camp à 18h. Donc, en réalité, c'est une pratique antidémocratique. Je pense que c'est très bien fait que les camps soient revenus à de meilleurs sentiments. Mais ce que je déplore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont attendu la pression de la communauté internationale pour céder. C'est ce que je veux faire observer. Edmond Kamga, Elecam a finalement cédé. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire à Jean-Michel Nietzsche, non, le 15 là, il n'y a plus de manif? Certes, on peut le dire ainsi. Oui. C'est une façon de court-circuiter la marche annoncée, la manifestation annoncée de Jean-Michel Nietzsche, qui prévoyait un mouvement. Oui, il n'y a plus de raison de manifester, Jean-Michel Nietzsche. Oui, en fait, c'était l'objet. C'était l'objet de sa manifestation. Oui. Et on le voit bien, il a réagi, il a pris acte de la situation. Je pense qu'il faut féliciter les partis politiques de l'opposition, notamment le SDF qui a insisté davantage. Est-ce que Elecam ne joue pas sur son image aussi? On a apprécié le fait, le contentieux et tout ça, la vente, c'est-à-dire la sortie des neufs et tout ça. Oui. Est-ce que Elecam n'est pas en train de jouer sur son image, la perception que les Camerounais ont d'Elecam depuis un certain temps, tout à fait. par rapport à cette présidentielle? Par rapport à cette présidentielle, oui, on doit pouvoir apprécier à juste titre ce qui est en train de se passer à Elecam. Oui. Et on voit une certaine démarche même au sein d'Elecam. Voilà. C'est quoi? C'est que dans cette affaire, dans ce cas précis, pour l'opposition, de bout en bout et depuis plusieurs mois, a revendiqué le fait qu'on ne doit pas permettre, on ne doit pas loger les urnes dans les casernes. On s'est rendu compte que la voix de l'ECAM qui était contre cette mesure, qui refusait d'accéder à la doléance de l'opposition, c'était la direction générale. Ce n'était pas le conseil électoral. Le conseil électoral n'avait pas encore pris position sur cette question. Et c'est maintenant que le conseil électoral prend position et accède à la demande de l'opposition dans l'esprit de la loi. Parce que l'esprit de la loi du code électoral voudrait que on puisse voter dans des lieux publics, dans des lieux ouverts au public. Parce qu'une caserne militaire n'est pas un lieu ouvert au public. Ce n'est pas un lieu ouvert au public, c'est un lieu sécurisé. On ne peut pas y entrer sans avoir une autorisation. Et on ne peut pas, dans le cas d'espèce, avoir une autorisation spéciale pour aller voter dans des zones où il n'y a pas urgence à aller voter dans un lieu sécurisé. On pourrait le comprendre dans des situations précises, dans des contextes précis, dans des régions précises. Exemple, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les populations ne peuvent pas librement accéder à un bureau de vote ordinaire. Oui. On pourrait comprendre que le vote peut se dérouler dans un lieu sécurisé, dans une zone d'insécurité. Mais on ne pourrait pas comprendre que dans les casernes militaires ordinaires, on puisse loger des urnes. Je vais vous dire une chose. En temps de paix. En temps de paix, dans les zones où il n'y a pas de problème. Je vais dire quelque chose qui est très important, qui est implicite, que tout le monde ne voit pas derrière cette mesure. En réalité, le travail que fait l'opposition, c'est pour libérer les soldats dans leur droit de vote. Parce que quand si les soldats sont appelés à voter dans les casernes, vous n'avez pas la certitude que ce vote va se dérouler dans les conditions régulières. Vous n'êtes pas sûr que l'isoloir sera respecté. Vous n'êtes pas sûr. Donc ça fait plutôt du bien aux soldats. Ça fait du bien aux soldats. C'est une mesure qui protège les droits du soldat. Parce que là, ils sont appelés à voter en toute liberté, en leur âme et conscience. Oui. Je vais vous dire pourquoi. La deuxième raison, c'est que si ça là se passait ainsi, si les soldats étaient appelés à voter dans les casernes, vous savez, le commandant, le chef, il pense à sa carrière. Il a intérêt, d'une certaine façon, à ce que la plupart,
que la plupart des votants, que la victoire revienne au patron, au chef, au commandant des forces armées, qui est le président de la République. Et il risque d'être noté là-dessus. Imaginez la pression qu'il peut mettre sur ces éléments. Il pourrait même s'asseoir. Il met l'isoloir de côté, il dit chacun vient voter devant. Non, c'est une caricature. Oui. C'est une caricature. Pour dire que c'est une mesure de transparence qui est bien pour les soldats. Pour les soldats. Les votants. Et même pour le processus électoral en général. Pour la démocratie. Pour la démocratie au Cameroun. Donc c'est une victoire pour la démocratie. Je félicite non seulement l'opposition, mais le conseil électoral qui vient de gagner également un point. Et j'espère que le directeur général va désormais harmoniser ses positions avec le conseil électoral pour qu'on n'assiste plus à cette dichotomie entre le conseil électoral et la direction générale de l'État. Ok, j'ai dit qu'on allait vider le contentieux entre guillemets Forum de Bouillard. Je vais revenir sur deux aspects. Sur l'école, voici ce qui a été dit. Nos frères et sœurs doivent maintenant être suffisamment raisonnables pour ne pas appeler au boycott de l'école afin que les enfants puissent reprendre les cours sans être dérangés le 3 septembre. Ça veut dire qu'on admet qu'il y a d'autres forces qui commandent là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest, qui sont capables de dire que non, il n'y a pas rentrée scolaire. Oui, ces gens-là, je pense que c'est une vérité de la palisse, ce n'est pas moi qui vais le dire ici. Les deux régions anglophones de notre pays sont en situation de quasi-guerre, tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Et je vais également vous dire que lorsqu'il y a guerre, est-ce qu'il y a l'école en zone de guerre? Je pense que non. Que les gens cessent d'aller chercher des solutions périphériques. Je pense que le problème de cette crise anglophone aujourd'hui commence à durer. Que les gens réfléchissent pour trouver une solution définitive aux vrais problèmes qui se posent. On ne peut pas penser résoudre un problème périphérique alors que le problème de fond reste entier. Donc moi je pense de mon point de vue que si le Premier ministre Peter Mafani Musonge a pris sur lui de convoquer cette conférence, qu'il s'assure que au sortir de cette conférence, il y aura des mesures qui vont contribuer au règlement du vrai problème qui est la crise elle-même. Parce que tant que la crise perdue, le corps sera perturbé. Parce que pour moi, le corps n'est qu'une conséquence comment dirais-je, de ce qui se passe dans la société. Vous ne pouvez pas prétendre que vous continuez à faire la guerre ou bien vous adoptez une posture qui radicalise les positions, la guerre continue et vous voulez que les enfants aillent à l'école. Je dis, c'est exposer ces enfants. Poser le vrai problème pour trouver des vraies solutions. C'est ça mon avis. Ok, je veux que vous avoir votre réaction à propos des villes mortes. Les frères, nos frères et sœurs et enfants du sud-ouest doivent mettre fin aux opérations désastreuses des villes mortes qui appauvrissent les masses sans défense. Là encore, on admet que... Oui, c'est la note... Surtout avec les sorties du maire Ekema qui a tenté à plusieurs reprises, manœuvre d'intimidation, appeler les commerçants à ouvrir, mais on admet qu'il y a un véritable problème, qu'il y a des gens qui commandent les populations là-bas pour ce qui est des villes mortes. Naturellement, c'est la note pas trop salée de cette guerre qui n'a que trop duré dans cette partie du pays. Et je pense que l'économie locale a subi des contre-coups énormes. Et je crois qu'il est temps que chacun revienne à des meilleurs sentiments pour que cette crise ne s'arrête là. Quand on parle ainsi, c'est des propos qui sont plus ou moins responsables. Mais il faut, au-delà de ces propos, aller dans la résolution des questions de fond. Oui. Parce qu'il ne faut pas simplement dire que oui à un retour de l'économie, oui à la reprise des activités, si le contentieux, justement, n'est pas complètement vidé. Le contentieux, c'est quoi? Va se vider comment? On sait tous que les natifs du sud-ouest et du nord-ouest veulent faire entendre raison au gouvernement qui, à travers une malgouvernance, les a plongés dans une situation inconfortable de vie où les problèmes sociaux sont nombreux, où les corps sociaux, les corps professionnels en pâtissent des contre-coups, des réformes et des non-réformes. Donc, finalement, ils veulent attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de donner un réel contenu au développement local en mettant en exergue les problèmes auxquels font face les populations au jour le jour. Donc, sur cette question-là, il faut dire que la reprise de l'économie, vous savez,
il y a pas mal d'études qui ont été faites dans le sens d'évaluer l'ardoise. Oui. Qu'est-ce que cette guerre coûte à l'économie locale de ces deux régions? Vous savez très bien que le Silicon, enfin, ce qu'on peut appeler le Silicon, le Mountain Valley, machin, et c'est le règne des startups. Pendant un certain temps où les pouvoirs publics avaient décidé de couper la fourniture d'Internet dans ces deux régions, ces startups-là étaient à volo. L'activité était au ralenti, rien ne marchait. Les économies étaient à perte, tournaient à perte. Et donc, je pense que c'est une attitude qui, de mon point de vue, est responsable, mais devrait permettre d'aller plus loin dans la résolution des questions essentielles qui sont celles liées au vivre ensemble. Voilà, sur la forme de l'État, il pense que pas de fédéralisme à deux États, mais plutôt la décentralisation. Edmond Camille. Oui, vous voyez bien que c'est une des résolutions qu'ils ont prises. Oui. Et cela montre, en fait, par rapport à leurs participants, que c'est à ça qu'ils sont parvenus. Oui. Mais imaginez qu'ils aient étendu la réflexion à d'autres sensibilités politiques. Je ne suis pas certain que la décision aurait été celle-là. Okay. Il y aurait eu plusieurs possibilités, il y aurait eu plusieurs pistes de solutions à soumettre au dialogue national inclusif. Vous voyez bien que c'est orienté d'une certaine façon. Et que voulez-vous que j'ajoute? J'ai dit tout simplement que la manière dont ce forum a organisé son travail augurait déjà de la fin, de l'issue finale. Mais je trouve que c'est insuffisant. Et j'attends encore la tenue de la All Anglophone Conference, de la General Anglophone Conference, qui apportera, je crois, la véritable solution des propositions vers une paix durable et pacifique au Cameroun, et notamment dans la région anglophone. Ok, merci. On est arrivé au terme rapidement. Oui, je voulais juste préciser par rapport à cette question de la forme d'État, que personnellement, je me réjouis que cette question ait été posée là-bas. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, depuis le début même de cette crise d'ailleurs, le premier des Camerounais avait prétendu que la question de la forme d'État, il n'y a pas de débat sur la forme d'État. Ouais. Mais là, il y a une évolution, parce que là, certains de ces affidés sont allés aborder cette question, bien qu'ils n'aient pas été objectifs dans leur résolution. Parce que je pense que ce débat est plus complexe qu'ils l'ont pensé. Donc, aller le poser dans un cercle aussi restreint revient tout simplement à dire qu'ils ont mal posé le problème. Mais moi, je pense que c'est un débat qui reste entier, et que lors de la fameuse conférence générale anglophone que nous autres nous attendons, je pense que cette question sera véritablement posée, il sera débattu et une solution plus objective sera trouvée. Ok, merci à vous, merci à vous également. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Docteur Toumbi, voilà. Merci à vous Alain Djipo. C'était un plaisir de répondre à votre invitation. Merci Edmond Kamga. C'est toujours un plaisir que je réponds à cette invitation. Merci Simon Kakak, maître. Merci Omonim de m'avoir convié à cet échange qui a été très édifiant pour les Camerounais. J'espère que nous avons essayé d'être à la hauteur des attentes que vous avez placées en nous invitant. Ok, merci. C'était Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Boya.